Il est 20h45, c'est l'heure de l'émission La Grande Interview sur la chaîne MN Télévision, émettant depuis Brazzaville, précisément le quartier Windé, Mandanza. L'émission-ci n'est pas uniquement l'émission des hommes politiques, c'est aussi des économistes, les écrivains ou les gens qui œuvrent dans le secteur social. Voilà la raison pour laquelle nous recevons aujourd'hui Monsieur Joseph Okania, auteur de ce livre que vous avez peut-être vu dans l'émission Point de presse et même ce matin dans sa discute. L'auteur Joseph Okania, le titre « Les amours emprisonnés de l'homme de Dieu ». C'est un témoignage. Monsieur Okania, soyez les bienvenus. Merci, monsieur le journaliste. Vous êtes le 42e invité de notre émission pour cette année. Et moi, personnellement, j'ai l'honneur de vous recevoir parce que vous avez écrit un livre témoignage, une sorte de autobiographique. La question que je vous posais est ceci. Souvent, beaucoup des hommes et femmes politiques ou les hommes publics congolaises et africains, pas seulement congolais, c'est le problème de toute l'Afrique, n'ont pas le courage d'écrire ce qu'ils ont vécu. Mais vous, vous aviez écrit ce que vous aviez vécu et en lisant, vous êtes courageux, je vous le dis, parce que ce que vous avez vécu n'est pas facile. Emprisonné à maintes reprises par votre femme, c'est quelque chose que beaucoup de gens n'auront pas le courage d'écrire. Mais le livre aussi ne parle pas uniquement de votre emprisonnement ou les difficultés que vous avez eues dans votre ménage. Vous parlez aussi de la politique française et vous réglez les comptes à la droite, vous allez expliquer pourquoi. Et aussi, vous parlez de la politique congolaise. Mais d'abord, la question que je vais vous poser est ceci. Pourquoi aviez-vous écrit ce livre? Oui, en vous remerciant de m'avoir invité à cette grande émission suivie de partout, et plébiscitée d'ailleurs par tous, je rends d'abord grâce à Dieu du fait qu'il ait permis que cette émission ait lieu. Donc notamment ma présence sur votre plateau. J'ai écrit ce livre parce que, grandissant, vieillissant, je n'étais pas habitué à la souffrance. J'ai toujours fui la souffrance. Et il se trouve que là, donc la souffrance s'est abattue sur moi de la manière dont je n'avais jamais envisagé. Je suis traîné devant la justice française par celle que j'appelle ma femme, bien que je ne l'ai pas épousée, ma compagne, pour parler français, mère de mes enfants. Je suis traîné pour violation de domicile, notre domicile, donc mon domicile, son domicile, notre domicile. Nous habitions ensemble dans un même domicile. Et quand madame a trouvé bon de me virer, comme disent vulgairement, sinon de me chasser de la maison, parce qu'elle avait des intérêts financiers du côté de l'administration française, quand elle a choisi donc de me faire partir de la maison, elle n'y est pas allée par le dos de la cuillère. Elle a décidé donc de porter plainte contre moi pour violation de domicile. Pourquoi violation de domicile? Parce que l'appartement dans lequel nous habitions est en ses noms et prénoms, pendant que les factures d'électricité, de téléphone et autres sont en mes noms et prénoms. Naturellement, à la police française, auprès de laquelle elle se présente pour dire il y a un monsieur qui vient te rôder tous les 2 jours autour de mon immeuble pour chercher à me donner mort. La question à laquelle elle répond du côté des policiers, c'est de savoir mais qui est ce monsieur? Elle de dire c'est le père de mes enfants avec lequel j'ai rompu depuis quelque temps, mais il n'accepte pas la séparation. Alors que nous n'avions pas rompu, je venais de sortir le matin même de la maison. Alors, au risque de me perdre, je vais répondre de manière succincte à votre question. J'ai écrit ce livre, parce que, poussé par la souffrance de l'enfermement, la peine de l'incarcération, les douleurs de la pensée ont brigadé. Je me suis résolu donc d'écrire ce livre pour témoigner, dire aux humains ce que personne n'aurait cru si j'avais dit de ma bouche. Exactement. Voilà, monsieur Lee Smith, pourquoi j'ai écrit ce livre. D'accord. Il y a aussi dans ce livre, pendant que vous étiez en prison, chapitre 7,
dans mes rapports avec les co-détenus. Expliquez-nous, il y a une scène là qui est vraiment, je veux que les spectateurs comprennent, cruelle, où il y a un prisonnier, un de vos co-détenus, qui a eu à manger. Expliquez-nous ça, c'est quand même macabre. Donc vous avez vu un peu des choses insoutenables. Bien. Au risque de... Je ne vous arrache pas la parole, j'espère que vous avez terminé votre question. Oui, j'ai compris, oui. Bien. Il se passe des choses horribles à l'époque à la prison de Rouen. Pendant que je suis en train de m'interroger, moi, me poser la question de savoir pourquoi je me retrouve en prison avec ces gens tatoués du cou jusqu'aux cuisses et d'une drôle de manière. Je n'avais pas sommeil les nuits. Parce que je me disais, des gens comme ça, en pleine nuit, il ne manquerait plus qu'ils viennent m'égorger. Mais pendant que je m'interrogeais, dans la cellule d'à côté, voire dans la division d'à côté, parce que la maison d'arrêt Bonne Nouvelle à Rouen, la maison d'arrêt de Rouen Bonne Nouvelle, est compartimentée en divisions. Là-bas, donc, dans une des cellules, un des détenus a fini par dépêcer son co-détenu et il lui a donc ouvert le thorax, il a arraché le poumon qu'il a mangé. Et quand l'affaire a fini par être su par la presse et les juges, les procureurs, monsieur se targuait orgueilleusement de lui avoir bouffé son cœur. Les mots sont de lui, bouffer, c'est... Bouffer son cœur. Pas de moi. Il dit, je suis content de lui avoir bouffé son cœur. Comme ça, j'ai au moins une partie de lui en moi. Ce n'est pas l'unique scène macabre à la prison de Rouen. Elles sont légion, je les cite là-dedans. Alors, quand je lis cette scène dans le Paris-Normandie, donc le journal local qui a fait écho, je suis en train d'en vouloir à ceux qui m'ont mis en prison. Dans votre campagne? Oui, notamment la mère de mes enfants. Elle dit, mais voilà, qu'ai-je fait, moi, honnête citoyen, vivant décemment dans ce pays, pour être associé à ce genre de troubadour? Et il ne manque plus que la prochaine session, ou à la prochaine occasion, soit la mienne, comme bouffe mon cœur. Donc cette scène-là m'a marqué terriblement. Et j'écris avec des mots qui ont été inspirés certainement par la haine. Mais j'écris. Vous écrivez? J'écris, monsieur. Mais je veux vous poser encore une question. Il y avait un monsieur là dans l'Arabe d'Evreux. J'aimerais que parce que c'est vous qui aviez écrit, j'aimerais que le monsieur ou le monsieur, les enfants qui vous suivent et les dames qui vous suivent comprennent un peu pourquoi c'est difficile d'être dans une prison quand vous ne le méritez pas et de voir les scènes comme celle de l'Arabe d'Evreux là. Oui, merci. L'Arabe d'Evreux, c'est un petit... il doit avoir 18 ans, 19 ans, il a 19 ans. J'arrive en prison, où je le trouve, dans la cellule Lyon mis à Miami, et il y est pour... c'était un dealer, en fait, pour vente de drogue et autres. Mais il avait déjà une expérience dans ce milieu macabre. Et j'arrive là-dedans, ils sont deux. Lui, condamné pour vente de drogue, et l'autre, qui est un monsieur de 40 ans, un Français breton. Lui, il y est pour cambriolage avec mort d'homme. J'arrive donc dans cette cellule, affectée par la direction de la maison d'arrêt de Rouen, et je trouve une sorte d'antagonisme entre les deux. L'Arabe d'Evreux, donc de 19 ans, persécute outrancièrement, c'est les mots que j'utilise d'ailleurs, oui, le breton français chez lui demandant de quitter, d'aller dans une autre cellule parce qu'il ne supportait plus ses odeurs. C'est vrai que ce monsieur était puant, certainement par prédisposition naturelle. J'y suis arrivé, j'ai vécu ça. Alors donc, j'ai tenté à un moment de m'interposer pour dire, voilà, nous sommes déjà dans une sorte de galère, et il n'y a déjà pas
il n'y a aucune raison que nous bouffions le nez ici. Et donc, il faut se calmer. Et c'est là que le petit arabe d'Évreux, qui jouait au caïd, parce qu'il y a une règle en prison, je vais vous le dire, c'est le premier arrivant de la cellule qui est maître des lieux. Il dicte sa loi. Donc, il décide de qui fait le ménage aujourd'hui, de qui lave les assiettes aujourd'hui. Et donc, moi, arrivant là en tolard primaire, comme ils le disent, donc, je suis à ma première expérience de prison, et du haut de mon âge, je pensais avoir quelconque pouvoir sur ces enfants-là. Un gamin de 40 ans, un autre de 19 ans, pour moi, c'est des gamins. Et quand j'ai voulu m'interposer, ce monsieur-là, le petit arabe d'Évreux, va se lever pour dire, ici, c'est moi le chef. Et quand il a voulu monter, je l'ai d'abord laissé monter d'ailleurs. Je l'ai laissé monter en parole. À un moment, j'ai fini par hausser le temps et il a dû se taire. Malgré ça, il n'a pas arrêté sa persécution sur le breton, qui a fini par être délogé et puis mis dans une autre cellule. Mais il se trouve que, dans la suite de l'histoire, je suis demeuré donc dans la cellule avec l'arabe d'Évreux, qui reçoit un autre arabe à sa demande, pour compléter le trio que nous composions. Puisque le breton parti, il fallait remplacer quelqu'un à la place du breton. Et ces deux enfants-là ont parlé toute la nuit de leurs expériences au Havre, dans les prisons, partout dans les prisons.